Je m'appelle Jérôme Semelier. Je suis responsable de la matériothèque de l'ENSA Paris-Val-de-Seine. J'exerce dans ce centre de ressources depuis maintenant 5 ans. Cette matériothèque a été inventée et créée il y a 34 ans. C'est une des plus vieilles matériothèques dans les écoles d'architecture et c'est la plus importante en superficie et en nombre d'échantillons. C'est une matériothèque d'actualité, mais un peu plus que ça. C'est une veille un peu qui est basée sur la curiosité et on va chercher surtout les nouveaux matériaux, les matériaux biosourcés, recyclés, surcyclés et respectueux donc de l'environnement. Pour ça, on se rapproche des industries, beaucoup aussi de start-up qui sont donc dans l'invention, dans les produits de demain. Et on essaie de les présenter au mieux aux étudiants parce que c'est ce qu'ils utiliseront dans leur avenir professionnel. En nombre d'entreprises, on doit être à peu près à 1000 entreprises référencées, c'est-à-dire 7000 matériaux qui représentent une gamme de produits et 15 000 en déclinaison à peu près, répartis en plusieurs secteurs. Alors les secteurs, c'est des secteurs qu'on a inventés pour parler aux étudiants. Donc on va parler au départ de la structure du bâtiment, on va parler de son enveloppe, on va parler de son intérieur, on va parler des finitions, on va parler des sols. Et, euh, et voilà en gros toutes les thématiques. La distribution des échantillons sur le second œuvre et le gros œuvre, c'est 2 tiers, 1 tiers. Sur tout ce qui est second œuvre, on a une grosse partie finition. Donc nous ne développons pas tout ce qui va être réseau, mais par contre on a une grosse collection de produits de finition intérieure qui vont être les revêtements de sol, les revêtements muraux, à partir de recyclage de verre, de recyclage de fruits, des panneaux acoustiques faits à base de fibres de bois, d'écorce de fruits. On part dans beaucoup de domaines et de fait, on présente ces produits qui ont très peu de valeur architecturale en tant que telle, dans le geste architectural. Mais par contre, on a décidé de développer cette partie pour revenir sur le fait qu'on reçoit des personnes extérieures et entre autres des écoles de design, des écoles d'archi d'intérieur et des centres techniques municipaux. Donc, on vient nous consulter pour tout un tas de choses. C'est pour ça qu'on développe vraiment ces parties-là. Les étudiants dans cette matériothèque euh, sont invités évidemment à utiliser, prendre, toucher, sentir les matériaux. Ils viennent à la matériothèque pour découvrir le monde des matériaux, les matériaux de demain, les matériaux qu'ils vont utiliser, mais c'est vraiment pour la plupart une vraie découverte. Pas un étudiant ne rentre ici sans qu'il soit accompagné pour avoir des explications, parce qu'un matériau peut ressembler tellement à un autre. Donc il y a un accompagnement, puisqu'ils viennent ici pour rechercher des matériaux, et évidemment, les matériaux qui se ressemblent quelquefois, et il faut les toucher pour comprendre qu'ils sont lourds ou qu'ils sont légers, qu'ils ont été brûlés, qu'ils ont été collés, qu'ils ont été assemblés. Donc, faut vraiment les manipuler. Et il y a le matériau, mais les étudiants vont utiliser aussi la matériothèque sur un autre point de vue, qui est l'aspect bibliothèque, revue. Pas confondre avec une bibliothèque normale, puisque là, on va allier les matériaux avec tout ce qui va être préconisation, système de montage, utilisation. Donc, il y a un accompagnement. On part vraiment de la matière, du matériau, du ressenti, jusqu'à sa mise en place.
Les enseignants utilisent aussi la matériothèque et il faut savoir que la matériothèque de Paris-Val-de-Seine est la seule matériothèque ouverte à l'ensemble des publics. C'est-à-dire que nous recevons aussi bien des enseignants, des étudiants des autres écoles, des étudiants des écoles d'art, des écoles de design, des écoles d'archi d'intérieur, mais aussi des professionnels, des centres techniques municipaux. Une matériothèque doit être le lieu de l'invention et du détournement. Je viens du monde de l'art et j'ai peut-être pensé la matériothèque sous cette forme-là. C'est comment détourner. Qu'est-ce que je vais pouvoir raconter avec ça? Comment je vais l'utiliser? Est-ce qu'il a une fonction simple et unique? Donc ça demande des conversations, des essais, des tests, d'où le toucher, l'odeur, la vision, la couleur. J'aime bien, par exemple, dans les présentations de matériaux, présenter des matériaux que l'on doit découvrir qui n'ont rien à voir avec l'architecture. Je présente des matériaux qui sont issus de l'aéronautique, par exemple. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le détourner? Où est-ce qu'on peut l'utiliser? Donc c'est intéressant. Je vais présenter aussi tout un tas de produits sur les pigments intelligents. Alors les pigments intelligents, c'est un pigment qu'on va programmer pour qu'il réagisse à une température donnée, à une pression donnée ou à une photométrie donnée pour qu'il change de couleur et qu'il revienne à sa couleur initiale. Apparemment, ça ne sert à rien sinon, par exemple, détecter des gaz ou des choses comme ça. Mais on en est venu à penser que ces pigments, utilisés sur des façades peut-être, deviendraient blancs en plein soleil pour rafraîchir le bâtiment ou noirs la nuit pour absorber l'énergie. On a des bétons, mais là je ne peux pas vous le montrer, mais vous me croirez sur parole. Voilà, j'ai des petites fiches, mais c'est des bétons luminescents. Alors le béton luminescent, il a une particularité, c'est qu'on on a incorporé à l'intérieur des produits qui provoquent de la luminescence et les durées de vie de cette luminescence, contrairement à avant où c'était il y a quelques années où on était sur quelques minutes et c'était sur les montres, là on va être sur des produits qu'on va injecter dans des toupis de béton, on va couler des sols. Et la luminescence est entre 10 et 12 heures. C'est-à-dire que dans un parc, la nuit, plutôt que d'éclairer le parc, mettre un éclairage public, et ben votre allée s'est chargée toute la journée, et va irradier toute la nuit. Ça, c'est une carotte test, donc elle va être réalisée avec un ciment, un béton spécifique qui est travaillé pour ce bâtiment, et on va le mettre sous pression et on s'amuse à l'écraser jusqu'à temps qu'il éclate, et après il est analysé en fonction de son éclatement. Voilà, donc ça fait partie des petits tests que l'on fait. Il y a un matériau que j'ai trouvé du côté de Caen, dans le Calvados, et c'est un béton. Voilà, c'est un béton qui est en train d'être mis au point, mais c'est un béton, ce qu'on appelle un BFUP, c'est un béton fibré. Donc le béton fibré, à la base, il est composé soit de fibres métalliques, soit de fibres synthétiques. Et c'est un béton qui est de fait structurel. On peut faire de la dentelle. On peut faire des dentelles de béton. Le MUSEM, par exemple, c'est du BFUP. Le mobilier urbain, souvent, est en BFUP. Après, il y a tout un tas de matériaux. On a une grande partie aussi sur les terres, sur le pisé, sur l'argile, par exemple, des briques d'argile. On travaille en collaboration avec une société vendéenne qui s'appelle Argilus, qui produit des briques d'argile. On a des représentations à l'entrée, par exemple, sur des plaques d'argile qui vont remplacer le placo. Voilà, enfin, qui peuvent remplacer le placo. Particularité de l'argile, c'est que c'est un matériau à changement de phase. C'est-à-dire que l'été, il vous amène de la fraîcheur et l'hiver, de la chaleur. Et en plus, ça régule l'hygrométrie
et enfin toute l'humidité. Voilà, donc il y a des matériaux très intéressants. Là, bon, on a tout un tas de pierres qui viennent d'un peu toute la France. Là, on a des bois, les kéboni, et qui sont des bois hydrofuges qui sont faits pour les terrasses, les façades. C'est des bois qui peuvent être immergés. Voilà. Ils sont traités à chaud et on a enlevé toute la cellulose à l'intérieur et du coup, ce bois devient imputrescible. Mais c'est des bois qui sont en filière courte parce que c'est des essences qu'on trouve chez nous. Donc, on limite un peu la trace carbone. Voilà, après, on va être dans les produits métalliques. Bon, les produits métalliques, il y en a des centaines et des centaines selon les finitions entre les perforés, les structurés, ainsi de suite. Donc ça, je ne vais pas trop développer dessus. On a des parties qui vont être importantes aussi. Ça va être sur tout ce qui va être les plastiques, le translucide, toutes les parties plastiques et toutes les parties verres, et la menuiserie extérieure. Et en ce moment, un point fort sur la menuiserie extérieure acier, qui fait un grand retour avec des baies de très grande hauteur. Voilà, et après, une partie intéressante, je vous parlais du biosourcé. Donc le biosourcé, on va surtout le trouver sur des fibres, et entre autres dans l'isolation. Alors là, on a toute une collection. Alors là, on a dans l'isolation des lièges qui viennent du Portugal, voilà. Là, on va avoir du recyclage de noix de coco. Voilà, avant la noix de coco était brûlée, maintenant on récupère la fibre, on en fait un isolant. Bon, c'est pas pour l'Europe, c'est pas très bien, mais pour d'autres pays d'Océanie, par exemple, c'est très bien. On va voir toutes les laines de bois, les chanvres, les lins, laines de bois. On va avoir des bétons de bois, mais ça c'est plus loin. Non, béton de bois, voilà. Ça c'est un bloc d'isolation chanvre. Les matériaux que nous enlevons des collections sont acheminés sur un deuxième site. Et ce site est un site de conservation où là, on va passer le produit numérique, c'est-à-dire les fiches PDF et ainsi de suite. On va les passer sous format papier, on va les accompagner auprès du matériau et on les stocke pour mémoire. Mais par exemple, nous avons une collection de tuiles anciennes absolument magnifique, qui doit représenter à peu près 80% des tuiles de France. Donc ça serait vraiment quelque chose à découvrir pour les enseignants, les chercheurs ou les architectes de demain pour mener des réflexions. Ce deuxième site Matériothèque, qu'on va appeler patrimonial, la problématique est toujours l'espace. Le matériau dévore de l'espace, donc pour les présentations, c'est un peu compliqué. Et c'est pas dans la politique de l'établissement, c'est dans la politique du service. Le service bibliothèque, matériothèque, a décidé d'avoir un aspect patrimonial, donc on a décidé que les échantillons avaient une valeur, qu'ils ne seraient pas détruits. Donc, on a décidé de les garder. Mais il faut se battre au quotidien pour pouvoir les laisser sur site. Mais je compte bien un jour les mettre en valeur parce que ça sera important de lier les deux et de regarder l'évolution des matériaux à travers le temps.